Souleymane Niang. Nous allons donc au tribunal de grande instance de Tambacounda où doit se tenir aujourd'hui le procès des jeunes qui avaient attaqué le domicile du sous-préfet de Maka-Kouli-Bantan. Nous y retrouvons en direct avec nous Moussa Omar Gueye, notre correspondant sur place. Moussa Omar, bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Où en est-on de l'audience de ce matin? Tout à fait. Le procès des jeunes de Maka-Kouli-Bantan n'a pas encore démarré. Les prévenus, ils sont au nombre de 5, sont tous même présents dans la salle d'audience pour répondre à un chef d'accusation de violence et voies de fait exercées sur un agent fonctionnaire de l'État du Sénégal. Plus précisément, c'est le domicile du sous-préfet de Maka-Kouli-Bantan qui a fait l'objet d'une attaque. Le sous-préfet Mbaké Thiam, lui, n'est pas présent au tribunal de grande instance parce que sa présence n'est pas obligatoire et mieux, c'est pas lui qui a été en justice pour solliciter réparation ou dédommagement. Pour rappel, c'est dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 septembre dernier que les incidents ont eu suite à une interdiction de la tenue d'une séance d'activité culturelle à Maka-Kouli-Bantan. Toujours est-il que la notabilité de la commune de la cité religieuse de Maka-Kouli-Bantan, en tout cas, ont sollicité clémence et préféré ne pas prendre même un avocat de défense. Lesquels jeunes qui se sont révoltés, et il faut le rappeler, ont en amont organisé une journée d'investissement humain et de désherbage aux alentours du sous-préfet pour dire tout simplement que la cohabitation était bonne entre les jeunes et le représentant de l'État, le sous-préfet de Maka-Kouli-Bantan. On attend donc d'un moment à l'autre l'ouverture donc de ce procès au tribunal de grande instance de Tambacounda. Souleymane. Merci Moussa Omar Gueye. Ici à Dakar, les 6 personnes arrêtées la semaine dernière lors d'une manifestation contre l'accaparement de terres à Tivaouane-Peulh seront présentées au procureur demain. À cette occasion, le collectif Doina appelle à une mobilisation générale. Le collectif Doina, avec à sa tête Guy Marius Sagna, était en conférence de presse ce matin sur les litiges fonciers tant à Tivaouane-Peulh qu'à Kounoune, Niaguis ou encore Darussalam Extension. Le collectif Doina qui annonce une série de manifestations au niveau local et au niveau national. Je vous propose d'entendre sur tous ces sujets Guy Marius Sagna que nous avons joint à l'instant. On a l'impression que l'État du Sénégal n'a pas suffisamment retenu la leçon casamançaise. On a l'impression que partout au Sénégal, l'État du Sénégal est en train d'allumer de petites Casamances. De petites Casamances à Tivaouane-Peulh, de petites Casamances à Guéréo, à Keur Moussa, à Kignabur, à Médina Wandifa, à Vélingara, à Kahone, etc. Nous attirons l'attention de l'État du Sénégal par rapport à ça. Œuvrer pour la paix au Sénégal, c'est régler les problèmes fonciers, c'est laisser les terres aux paysans, aux éleveurs et aux populations. Nous exigeons aussi la libération des 6 membres du collectif de Tivaouane-Peulh qui ont été arrêtés depuis vendredi et qui ont passé leur première nuit au camp pénal et qui seront jugés demain au tribunal de Dakar. Ceux qui doivent être en prison, ce sont en fait ceux-là qui accaparent les terres des populations, qui les spolient et qui les déguerpissent et qui démolissent leurs maisons. Nous exigeons aussi la libération des 4 membres du collectif de Niaguis qui sont en prison en Casamance depuis 3 mois parce que tout simplement, ils ont fait face à la spoliation foncière dans la commune de Niaguis. Nous avons annoncé que mardi prochain, nous ferons une marche dans Tivaouane-Peulh. Le 7 novembre, il y aura une marche nationale dans le département de Dakar et dans les jours à venir, nous allons organiser une manifestation dans le département de Ziguinchor pour dire plus jamais de spoliation foncière partout au Sénégal, pour dire le règlement de tous les litiges fonciers au Sénégal, pour dire plus de déguerpissement, plus de démolition de maisons. Et puis notez que les 241 candidats recalés au concours de recrutement de sous-officiers de la gendarmerie qui voulaient entamer donc aujourd'hui une marche de Dakar à Fatick pour dénoncer leur mise à l'écart, mais leur marche a été interdite. Ils annoncent toutefois une autre manifestation dans les prochains jours avec ou sans autorisation. Écoutons le porte-parole du collectif des candidats recalés, Mandoumbe Kébé, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. La manifestation que nous avions prévue aujourd'hui, mercredi, a été interdite par l'autorité administrative et nous allons nous conformer à la décision de l'administrative parce que tout simplement nous sommes des citoyens mais également nous sommes des légalistes. Par conséquent, nous avons décidé pour le moment de réintroduire une autre demande de marche pour se conformer à la loi. D'après les informations que nous avons eues, il nous a juste dit que la marche a été interdite sans nous donner les motifs de cette interdiction. Effectivement, nous sommes engagés
nous sommes engagés. Nous sommes là avec tous les membres du collectif. Ils étaient même présents aujourd'hui. Tous les 241 candidats étaient là. Et Inch'Allah, nous allons faire cette marche-là. Ils sont là, déterminés à faire la marche. Nous allons réintroduire cette demande. Qu'on l'autorise ou qu'on ne l'autorise pas, nous allons faire cette marche. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Pénurie d'eau au point E, du jamais vu dans ce quartier résidentiel de Dakar. Depuis une semaine au moins, l'eau ne coule que vers 23 heures des robinets. Et ce qui les agace le plus, c'est que malgré plusieurs appels, ils n'ont reçu aucune réponse rassurante de la part de Sen'Eau. Anna Rocha y a fait un tour tout à l'heure. Voici son reportage. Viens. La rue A, l'une des plus fréquentées du point E. Babacar travaille dans ce quartier comme chauffeur particulier. Le voici, 3 bidons en main, à la recherche d'eau. Depuis quand le point E a un problème d'eau? La pénurie là, vraiment, ça commence à durer. On peut rester toute une journée sans eau. À quelque part, un petit restaurant où nous retrouvons Nima. Dans un petit bol, la jeune dame lave les poissons pour le déjeuner en veillant à ne verser aucune goutte d'eau. Je viens juste d'aller puiser de l'eau pour préparer le repas. Aujourd'hui, on a même dû changer notre menu à cause de ce problème d'eau. De mémoire d'habitants de ce quartier dit résidentiel, ils n'ont jamais connu pareille situation jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Ndiaye en est même excédé. Mais écoutez, c'est extrêmement dur. Parce que nous sommes là, on cherche un peu partout. Donc, c'est pas facile de trouver de l'eau au point E. Déjà, chacun pour soi, Dieu pour chacun. Donc, vous comprenez. Auparavant, on ne connaissait pas cela, mais maintenant, on est obligé de faire comme les autres. Donc, le point E est devenu banlieue, quoi. Écoutez, c'est une appellation, point européen, d'accord, mais c'est la banlieue de Dakar. Le président des délégués de quartier ne comprend pas non plus. Ce qui est rare au point E, coupure d'eau tous les jours. Ouais. J'ai fait 50 ans au point E. C'est la première fois que je vis ça. Tous les jours, plus d'une semaine. Tous les matins, on n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, jusqu'à 23 heures. Le numéro vert mis à la disposition des consommateurs, lui, ne sert à rien. Depuis le début de ce calvaire, pas une réponse sur l'origine du mal. J'ajoute que nous avons contacté un responsable à Sen'Eau. Il dit ne pas être au courant de cette situation pour le moment, mais il promet de faire le suivi et de nous revenir plus tard. Un mot d'éducation avec le concept Ubitaï Djangataï, évalué par les acteurs de l'éducation. Le président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal estime qu'il y a encore des efforts à faire pour le mettre en œuvre. Le secrétaire général du SAEMS pense, lui, que le gouvernement doit jouer pleinement son rôle pour faire de Ubitaï Djangataï une réalité. Pabes Diba. Le concept Ubitaï Djangataï semblait susciter beaucoup d'espoir et d'enthousiasme, mais à l'évaluation, force est de reconnaître que tout n'a pas marché comme souhaité. Bakary Badiane est le président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal. Ubitaï Djangataï, c'est un vœu pieux parce que c'est difficile. Il faut préparer la rentrée. Du temps du colon, les classes étaient peintes, les tables bancs en place avant la rentrée. Évidemment, nous avons nos habitudes, nous traînons. Ubitaï Djangataï, c'est un souhait, c'est ce que souhaitent les parents d'élèves. Mais ça ne peut pas se matérialiser, c'est difficile. Il y a des écoles privées qui le font. J'en connais, vous en connaissez, qui ouvrent aujourd'hui et qui démarrent aujourd'hui même. Cela suppose quoi? Cela suppose que les classes soient préparées, suppose que le personnel soit mis en place. Vous voyez, nous sommes à 2 semaines de la rentrée, mais il y a des enseignants qui sont mutés, qui ne connaissent pas encore leur nouveau poste. Le mouvement du personnel a eu lieu, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore publié. Tout ne dépend pas que des enseignants, estime Saourou Sène. Pour le secrétaire général du SAEMS, tous les acteurs doivent jouer leur rôle, notamment le gouvernement et les collectivités territoriales, pour une bonne mise en œuvre du concept. C'est Ubitaï Djangataï ne dépend pas que des élèves, des enseignants ou des parents. Ça dépend aussi du gouvernement et de ses démembrements, notamment les collectivités locales. C'est la raison pour laquelle je crois que nous attendons le gouvernement du Sénégal, les collectivités locales, pour que dans chaque commune, dans chaque village, l'école soit dotée de moyens. Pour nos deux interlocuteurs, compte tenu de la pandémie, tous les efforts doivent être mobilisés pour faire de Ubitaï Djangataï une réalité.
Dans l'enseignement supérieur, le gouvernement a annoncé avant-hier l'orientation de tous les bacheliers de cette année dans les universités publiques. L'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Abdou Salam Sall, salue cette décision. Cependant, il souligne que des mesures d'accompagnement sont nécessaires en termes de moyens d'encadrement. Il est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Notre position de principe était qu'il fallait admettre tous les bacheliers dans les universités publiques. Mais une fois qu'on a dit ça, il faudrait qu'on vérifie les conditions d'efficience du système qui se mesurent à l'aune, entre autres, du flux de transit interne et du taux de placement des diplômés et de leur capacité à ouvrir le marché. Il faut qu'on vérifie si les structures publiques ont la capacité d'accueil en termes d'infrastructures, en termes d'enseignants, en termes de matériel et maintenant de plus en plus bien accueillir les diplômés dans le système pour leur expliquer comment cela fonctionne, d'autant plus qu'avec le développement des TIC, les données sont distribuées et les étudiants eux-mêmes peuvent participer davantage à la construction de leur savoir. Il faudrait aussi qu'on regarde particulièrement, il me revient que pour les bacheliers scientifiques, le problème ne se pose pas avec une grande prégnance, mais quand même il y a un problème avec les bacheliers littéraires, mais il devrait être possible de créer des formations à même de les requalifier pour faire avancer le système. L'enseignement supérieur, c'est tellement sérieux et il faut un consensus global sur l'enseignement supérieur. Parce que si on ne réussit pas à requalifier nos étudiants, à leur donner les capacités de transformer les choses, mais on s'en sortira jamais. À 12h14, venons-en maintenant au point du jour du Covid-19 au Sénégal. Sur 1010 tests réalisés, 25 cas positifs ont été enregistrés, 7 cas contacts, 5 cas importés et 13 cas de transmission communautaire. Un patient a perdu la vie hier mardi et 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Toujours au sujet du Covid-19, des nouvelles mesures à l'aéroport international Blaise Diagne. Le docteur Babacar Niang en appelle à plus de rigueur dans le contrôle. Il dit recevoir des personnes qui ont bénéficié de privilèges à l'AIBD de retour de voyage. Elles regagnent leur famille sans test. Conséquence, elles se retrouvent cas confirmé Covid-19 une fois dépistées. Il est le directeur de Souma Assistance, médecin urgentiste spécialisé en aéronautique. Le docteur Babacar Niang est joint par Awambaye. Si l'État a réagi rapidement, c'est très bien, en annonçant qu'il faut des tests de 7 jours et en parlant aussi de faux tests. C'est ça aussi qui m'intrigue un peu, qu'on parle de tests et de faux tests. Bon, mais le problème, c'est est-ce qu'on a la rigueur d'appliquer ça? C'est une mesure même qui n'avait jamais disparu. Quelqu'un qui rentre dans un pays en période de pandémie doit passer un test avant de monter dans l'avion. Ça, c'est en médecine aéronautique aussi. Il n'y a pas de raison qu'une compagnie aérienne monte un cas suspect dans un avion en vase clos où la contamination peut être très vite. Nous, à notre tour, on a une situation très paradoxale. Des gens qui ont utilisé leur privilège pour passer, mais qui se rendent compte de la gravité de ces passe-droits. Donc, c'est quelqu'un qui arrive, on utilise des relations pour qu'il sorte sans montrer son test qu'il n'aurait même pas peut-être fait en sachant qu'il va passer. Et que aussi, au niveau sanitaire, on ne contrôle pas pour qu'il passe. Arrivé dans la maison, la famille se pose des questions. Est-ce qu'il n'est pas positif? En fin de compte, oui, c'est comme le bâton. J'essaie de faire passer mon fils sans passer les tests. Il est dans la maison maintenant. Est-ce qu'il est positif? Il n'est pas positif. Alors, on a cette sollicitation-là depuis quelque temps où des gens qui sont passés par des privilèges se rendent compte qu'ils sont en danger et qui refont les tests. Et pour boucler cette première partie de cette édition, parlons du GAIPES qui continue de réclamer la publication de tous les bateaux attributaires de licences de pêche au Sénégal. Le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal se dit par ailleurs ouvert au dialogue avec la tutelle en vue d'un consensus. Écoutons Fatou Ndiaye, la vice-présidente du GAIPES. Elle était l'invitée d'RFM Matin. Nous avons vu dans la presse des bateaux qui ont eu une licence au cours du mois d'avril 2020 et nationalisés 10 jours avant. Donc ça ne peut pas être un renouvellement de licence. Nous pensons que des licences ont été bel et bien signées en 2020 à l'issue d'un processus qui reste obscur pour nous. Et nous demandons au ministre, en toute transparence,
pour lever tout équivoque de publier la liste des bateaux qui pêchent au Sénégal. C'est extrêmement simple. C'est différent du jaugeage des bateaux, c'est différent de l'audit du pavillon. Nous voulons juste savoir le nombre de bateaux qui pêchent au Sénégal avec leurs options de pêche et la date de leur licence et de l'armement qui est attributaire de ces bateaux. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui empêche des concertations entre vous et le ministère de la Pêche en vue de trouver une solution à ce bras de fer qui commence à durer? Nous regrettons vraiment ce bras de fer. Nous aurions aimé avoir des relations apaisées avec notre ministère et en accord avec tous les acteurs dans le secteur, qu'on puisse travailler dans notre secteur en paix, et d'autant plus que c'est un secteur qui fait la fierté du Sénégal. Nous avons un secteur de la pêche qui est dynamique, un secteur de la pêche qui évolue bien, qui a de l'expertise, et il faut vraiment lui donner des ailes et pas le plomber. Et dans le cas d'espèce, nous sommes ouverts. Demain, si le ministre voudrait nous recevoir pour que nous discutions, on va discuter de tout sans tabou. Mais il faudrait que le ministère soit ouvert à comprendre nos préoccupations et que toutes ces discussions aient comme ligne de conduite l'application de la loi. RFM. L'actualité internationale. À 12h19, rebonjour Georges Déthié Diop. Rebonjour Souleymane Niang. En Guinée, proclamation au compte-gouttes des résultats de la présidentielle de dimanche dernier. La CENI a publié hier soir les premiers résultats provisoires partiels du premier tour. Ils concernent seulement 4 circonscriptions sur 38 au total. Matoto, Matam, Kaloum dans la région de Conakry et Bofa dans la région de Boké. Dans ces circonscriptions, le président sortant Alpha Condé est en tête alors que son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, s'était autoproclamé vainqueur du scrutin. Nous nous rendons à Conakry retrouver notre envoyé spécial, Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour, Georges Déthié Diop. Alors, quelle est la situation sur place? Il faut dire d'emblée que la situation est très tendue ici en Guinée, Georges Déthié Diop. Il y a eu des manifestations durant cette nuit à Sankonia, par exemple, où l'on fait état d'au moins 3 morts. Hier, en Guinée forestière aussi, il y a eu des morts et des blessés. Au total, on dénombre plus de 5 morts entre hier et aujourd'hui. Et tout est parti de l'annonce des résultats provisoires de 4 communes par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Résultats qui donnent Alpha Condé, le président sortant, candidat du RPG Arc-en-Ciel vainqueur, que ce soit à Kaloum, que ce soit à Matam, à Matoto et à Bofa. Partout, il devance de loin son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo de l'UFDG. À Kaloum, par exemple, Condé a obtenu 12 412 voix, soit 51,87%. Cellou Dalein Diallo, lui, est crédité de 8 656 voix, soit 36,17%. À Matam, Condé a obtenu 25 581 voix, soit 51,39% contre 18 800 voix, soit 37,77% pour Cellou Dalein Diallo. À Matoto, Condé a obtenu 104 450 voix, soit 49,13%. Et Cellou Dalein Diallo a obtenu 85 658 voix, soit 40,29%. Et enfin, à Bofa, Condé arrive aussi en tête avec 23 993 voix, soit 56,69%. Cellou Dalein Diallo, lui, obtient 12 457 voix, soit 29,43%. Des résultats qui suscitent donc la colère, vous le savez, dans le camp de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Les nerfs sont tendus et personne ne souhaite commenter, Georges, ces résultats provisoires. On laisse donc la parole au chef, Cellou Dalein Diallo himself, qui va, nous dit-on, donner un point de presse dans quelques minutes. Déjà hier, il a dénoncé le fait que son domicile soit encerclé par les forces de sécurité. Lui-même, il l'a dit sur sa page Facebook que c'est de là qu'il a compris qu'il se préparait quelque chose. Alors, question, va-t-il accepter les tendances qui se dessinent? Wait and see. En attendant d'y voir plus clair, les radios locales qui déplorent les manifestations survenues entre hier et cette nuit continuent de diffuser des messages appelant au calme et à la sérénité. Il ne faudrait pas que la Guinée sombre dans le chaos. Certains Guinéens demandent d'ailleurs à la communauté internationale d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. La CENI, organe chargé de publier les résultats, va poursuivre son travail en publiant ceux des autres circonscriptions les heures à venir, nous a confié le porte-parole de la dite commission, Georges Déthié Diop. Merci Barthélémy Ngom en direct de Conakry, la capitale de la Guinée. Une campagne sous haute tension également en Côte d'Ivoire avec la montée de la violence. Des attaques à la machette dans plusieurs villes. Elles ont débuté dans les cités universitaires avant de se propager à Yopougon, Dabou, Bonnois et dans d'autres villes du pays, Gobia et Abi.
Des attaques contre les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny et de la cité universitaire à Château d'eau de Cocody ont eu lieu ce mardi 20 octobre 2020 à Abidjan. Ces attaques à la machette perpétrées par des individus non encore identifiés ont fait plusieurs blessés graves, tant dans le camp des assaillants que dans celui des étudiants. L'un des assaillants pris par les étudiants essaie tant bien que mal d'expliquer son acte. Ça va comment? Kouka, il est où? Voilà, c'est le mot qui est utilisé. On doit aller au campus. D'accord? On va aller au campus. Moi, si c'est les trucs politiques, tout ça là, je ne fais pas la c'est ce qu'il met sur mon Facebook. Voilà. Et non, c'est pas aller remettre les ordinateurs aux étudiants. Dans la nuit du 20 au 21 octobre, des agressions des populations à la machette par des individus pas clairement identifiés se sont produites dans les communes de Yopougon, d'Abou, Bonois, pour ne citer que celles-ci. Les raisons de ces agressions ne sont pas connues. La situation reste sous haute tension. Gobiayebi Abidjan, Radio Futur Média. Et un coup dur pour le camp de Guillaume Soro, Kanigui Soro. L'un des plus fidèles de Guillaume Soro a appelé à soutenir Alassane Ouattara pour la présidentielle du 31 décembre prochain. Il était en conférence de presse hier et a fustigé l'attitude de Guillaume Soro. Soro Kanigui faisait partie des proches de Guillaume Soro, donc, qui avait été arrêté en décembre lors du retour manqué de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il a été relâché le 23 septembre dernier avec d'autres personnes. Au Burundi, l'ancien président Pierre Buyoya condamné pour l'assassinat du président Melchior Ndadaye. L'ancien président Pierre Buyoya, aujourd'hui haut représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel, a été condamné par contumace à la perpétuité. La Cour suprême l'a reconnu coupable d'attentat contre le chef de l'État, contre l'autorité de l'État et attentat tendant à porter le massacre et la dévastation. 18 autres personnes, 18 autres proches ont été condamnés à la même peine alors que 3 autres ont écopé de 2 ans de prison pour complicité, pour 20 ans de prison plutôt pour complicité. Un seul accusé, l'ancien premier ministre Antoine Ndouayo, a été acquitté. L'assassinat du président Ndadaye en 1993 avait plongé le Burundi dans une décennie de guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts. Merci Georges Détié-Diop. Rendez-vous dans le journal en Wolof. RFI Sport. Bienvenue à Cher Tidiane Diagne, bonjour. Merci à vous Suleiman et bonjour. Alors, sport, saison de foot à venir. Le Casa Sport de Ziguinchor est perturbé dans sa phase de préparation. Ah oui, le Casa Sport de Ziguinchor, qui est un sérieux prétendant au titre, a quelques difficultés. Malgré les renforts qui sont annoncés, il y a en quoi que le club fagnon de la capitale du Sud n'a toujours pas entamé sa préparation d'avant-saison. Le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor étant fermé par un arrêté ministériel. Nous allons écouter Ansou Diadio, c'est l'entraîneur du club de Ziguinchor. Il est interrogé par Lamine Ba. Présentement, préparer la saison avec cette situation de pandémie, c'est un peu compliqué parce que jusque-là, il y a toujours les interdictions par rapport au stade qui a été prolongé depuis le 5 octobre pour 3 mois. Et comme nous avait dit que le championnat allait démarrer le 2 janvier. Donc là, si c'est prolongé d'octobre pour 3 mois, donc il a dit que c'est octobre, novembre, décembre. Et on ne peut pas préparer le championnat en 2 jours pour aller compétir. Donc, présentement, nous sommes là, on attend vraiment que les mesures et la situation changent de moment à l'autre. Donc concrètement, rien ne se fait pour préparer pour l'instant le championnat sur le terrain? Sur le terrain, non. C'est peut-être des rencontres, des réunions pour voir éventuellement si ça doit ouvrir, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça qu'on est en train de faire, des réunions entre nous et l'administration du Casa, entre nous et les anciens joueurs, qui étaient là l'année dernière. C'est comme ça qu'on prépare la chose. En attendant, on va faire quelque chose de clair. En Ligue des Champions, les portiers sénégalais sont crédités d'une belle performance. Oui, il s'agit d'Edouard Mendy chez les Blues de Chelsea et d'Alfred Gomis dans les cages du Stade Rennais. Et ils ont fait une très belle prestation. Et Sœur de Thiam a recueilli l'avis d'un spécialiste en la matière. On l'écoute.
Ils n'ont pas décroché de victoire avec leurs clubs respectifs pour leur entrée en matière en Ligue des Champions, mais Edouard Mendy, tout comme Alfred Gomis, ont séduit, estime Sidat Sarr, coordinateur de l'amicale des préparateurs de gardiens du Sénégal. C'est une appréciation positive parce que je pense que c'est deux très bons gardiens. Je pense que c'est pas un hasard qu'on met Edouard Mendy dans le top 5 des gardiens de but africains. C'est parce que c'est un gardien de but qui a de la valeur. C'est des gardiens de but vraiment qui ont un potentiel énorme. Ils ont des qualités vraiment qui peuvent leur permettre vraiment de s'exprimer à tout niveau de championnat. Edouard Mendy, comme numéro 1 de Chelsea, ce n'est pas une surprise. Pour Sidat Sarr, le technicien affirme que c'était prévisible. Avant son départ, moi j'avais prédit qu'aujourd'hui, quand Chelsea avait fait une demande pour le faire venir à Chelsea, ce n'était pas pour le mettre sur le banc. Donc ils ont fait un choix parce qu'ils ont remarqué que c'est un gardien de but de qualité. Hier, Lampard l'a confirmé en disant qu'il sera le numéro 1. Ça veut dire qu'ils ont vu de lui des qualités énormes. Donc ça ne me surprend pas que Lampard, hier, à la fin du match, dit que il sera le numéro 1 de Chelsea. En fait, on a fait appel à lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lui aussi, il va s'imposer pour devenir tout ça. Sidat Sarr ajoute que les performances de ces deux portiers est une aubaine pour la sélection nationale. C'est pas Aliou qui va dormir tranquille, c'est les Sénégalais qui vont dormir tranquille. Parce qu'aujourd'hui, quand dans ton réservoir, il y a des jeunes gardiens qui émergent, il y a 2 à 3 gardiens qui sont au haut niveau. Je pense que sur ce côté-là, on doit avoir vraiment des certitudes et en cherchant que vraiment, comme tu dis, on peut dormir tranquille. Avec 3 matchs sous le maillot de Chelsea pour Edouard Mendy et une première rencontre avec Rennes pour Alfred Gomis, ces portiers sénégalais ont tous deux rassuré dans la perspective des rencontres à venir. Soretiam Edouard Mendy finalement désigné portier numéro 1 de l'équipe de Chelsea par Frank Lampard. Frank Lampard aussi qui a décidé de faire sortir Petr Cech de sa retraite, lui qui avait en charge la préparation de l'équipe de Chelsea, la préparation plutôt des portiers de l'équipe de Chelsea. Donc il fait partie des joueurs qui ont été retenus dans la liste devant donc permettre aux Blues de défendre le titre de défendre plutôt donc leur poste dans la Ligue des Champions, donc il faudra le dire. Donc Petr Cech qui a été donc finalement choisi comme deuxième portier, il est sorti donc de sa retraite. Et puis nous allons parler, Souleymane, de Idrissa Gana Gueye qui est blessé hier, sorti sur blessure lors de la rencontre du Paris Saint-Germain contre Manchester United. Il faudra noter qu'il est blessé au ischio-jambier et qu'il serait indisponible pendant plusieurs semaines. L'information est tombée tout à l'heure. Et pour ce qui concerne les rencontres de Ligue européenne des clubs champions, la suite ce soir de la première journée, le Bayern Munich, champion en titre, s'oppose à l'Atlético Madrid. Autre attraction, Aix-Amsterdam-Liverpool, coup d'envoi prévu à partir de 19h. À la même heure, l'Olympique de Marseille est en déplacement en Grèce chez Olympiakos. Manchester City accueille Porto. L'Inter de Milan croise le fer avec le Borussia Mönchengladbach. Les autres Italiens de l'Atalanta jouent contre Midtjylland, mais à partir de 16h55, 2 rencontres sont prévues. Salzbourg, Lokomotiv de Moscou, Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk. C'est bien fini cette page de sport, Souleymane. Merci, cher Tidiane. Très bon appétit et bon après-midi. Merci à vous. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 21 octobre 2020, lue et commentée par Pape Bess Diba. Bonjour, le Sénégal corse l'accès à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, une manière selon Vox Pop de freiner les cas importés de Covid-19. D'après mon confrère, la mesure consiste à imposer un test Covid négatif de moins de 5 jours aux voyageurs à l'arrivée. Dès aujourd'hui, à Touba, pendant ce temps, il y a eu plus de peur que de mal. Le Magal n'a eu aucun effet négatif sur l'évolution de la Covid au Sénégal. Pas d'explosion des cas à la fin de la période d'incubation. Le président de la commission culture et communication du Magal parle dans Source A de miracle. Mais cette baisse semble se généraliser à travers le pays, et ce, depuis presque 2 mois. Le journal Enquête s'y est d'ailleurs intéressé. Le confrère de souligner que plusieurs experts ont tenté d'expliquer cette réduction des cas par le respect des mesures barrières, mais il y a d'autres facteurs comme l'immunité collective. C'est le cas du professeur Massamba Diouf, épidémiologiste, qui parle, lui, dans le journal d'immunité croisée. Nous en saurons quelque chose dans les semaines à venir, puisque selon Enquête, l'État annonce une enquête pour déterminer la séroprévalence dans la communauté. En attendant, le Témoin ouvre avec les projections alarmistes du professeur Abdoul Aziz Kassé. 125 000 cas de cancer en 2040. D'après toujours l'oncologue, chaque année, 10 549 Sénégalais
contractent la maladie, dont les 70% finiront par en mourir. Santé toujours avec l'Observateur qui fait un focus sur ces vies ruinées par des erreurs médicales. Très peu recensées dans le réseau médical sénégalais, les erreurs de diagnostic sont un sujet qui fâche le corps médical et qui pourtant bouleverse des vies jusqu'à la mort. À lire les témoignages de Thérèse et Madame D en page 6 du journal. Le Soleil de son côté fait un zoom sur un plan d'investissement de 564 milliards pour un système de santé performant. Selon l'Astrade Anne, le ministre de la Santé a présenté hier aux partenaires financiers ce plan. Politique avec le conflit au PS entre Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam, un couplet perdant selon le Quotidien qui affirme que le poste de secrétaire général est à la base de toutes les luttes fratricides. L'Obs enquête justement sur Serigne Mbaye Thiam, présenté comme un homme cash et crash. D'après le journal, il a rarement réussi à faire l'unanimité quand il prend une position. Il n'en démord pas. Une caricature que n'approuve pas le secrétaire à la vie politique du Parti socialiste, Mamadou Wane loue plutôt l'intransigeance de l'homme. Modalité d'attribution des terrains évoquée par le président Sall avec les députés de la majorité, ça ne parle pas le même langage selon Sourça, qui note une contradiction entre parlementaires. Quand dans le journal, Adimbergan Kanouté parle de terrain de 150 mètres carrés de la coopérative de l'Assemblée nationale pas gratuit, son collègue Mambouna Massal estime que c'est le personnel de l'Assemblée qui est à l'origine de cette demande. Et dans CFJ, ces nouvelles fabriques de révoltés, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, Souleymane Teliko, Ibrahima Dem, ceux-là qui, d'après l'AS, sont au devant de la scène depuis quelque temps. Leur destin commun, ils sont sortis de ces grandes écoles pour devenir des orfèvres de l'administration, mais ils se refusent à tout conformisme qui était jadis consubstantiel à ces corps de l'État. Tout autre chose avec Libération qui reparle du mariage homosexuel de Mermoz déféré hier. Les 25 interpellés seront édifiés sur leur sort aujourd'hui. Contrairement à certaines informations, souligne Libé, aucun médecin n'est impliqué dans cette affaire. Les Échos dans cette affaire expliquent que la police vise les incriminations d'actes contre nature et d'outrage aux bonnes mœurs. Cette consécration pour le directeur général du groupe Futura Média, le prix africain de développement des médias 2020, Birandour, sacré meilleur manager africain selon l'Observateur. Bonne lecture à toutes et à tous. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h35. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Abdoulaye Diop à la mise en onde, Yassine Pouy à la digitalisation, coordination El Haj Ndiogoudjen, régie d'antenne Papa Mardiaou. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed